Rien que ça parle. Bon, nous sommes de retour dans nos épisodes quotidiens qui traitent du football. Le football qui a repris, le football de championnat, le football de club, qui a repris 2 journées de Ligue 1, 2 journées de Première Ligue, une journée de Liga pendant ces périodes de fête. Et je suis accompagné de mon cher ami. Philly, je vais te laisser te présenter pour cette émission. Salut, moi c'est Stéphane, un pilier pour les intimes, comme je l'ai dit la dernière fois. Et on est là pour discuter de tout cela, puisqu'il y a eu quand même des choses dans ces 2 journées. Il y a eu la première défaite du Paris Saint-Germain, qui n'est plus invaincu. Et ici, on en parle parce qu'ici, ça parle de foot. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Ça va vite une saison, on parle dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle. Donc, comme je le disais, le PSG a encaissé sa première défaite en championnat face à Lens, un match au sommet, puisque Lens est le dauphin du Paris Saint-Germain. C'était un très gros choc, un très gros match en termes d'intensité. Et la victoire de Lens. Donc, du coup, première réaction sur ce match. Comment tu as trouvé le match? Victoire méritée des Lensois, hein. Ils ont fait leur match, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont alterné entre les phases de jeu où ils allaient chercher haut. Et quand ils ont pris la maîtrise du match, ils se sont un peu regroupés derrière, ils défendent très bien, hein, dans les deux configurations. Paris, on voit le manque de ses stars, hein. Mbappé était là, mais il manquait Neymar et Messi. Ça fait des années qu'on parle du recrutement du PSG. On avait l'impression que ça s'était amélioré. Est-ce vraiment le cas? Ah, voilà. Bah, du coup, tu es parfaitement dans le thème. La question que j'allais te poser, c'était effectivement, est-ce qu'il y a une déception de la production de justement ces joueurs, les remplaçants entre guillemets, les joueurs recrutés notamment, mais aussi les joueurs qui sont censés élever leur niveau de jeu, justement quand les stars sont pas là. Oui, petite déception, hein. Enfin petite. Pour l'instant petite, puisque c'est la première défaite, il ne faut pas l'oublier. C'est bien, n'a pas 10 000, c'est la première. C'est contre le dauphin de Ligue 1. Là, ça a quand même 40 points. C'est pas n'importe quel dauphin, hein. 40 points avant la trêve. Oui, c'est une équipe, c'est une C'est équipe. c'est pas mal du tout, hein. Mais ouais, j'attendais mieux de certains joueurs. Ekitike, par exemple. J'avais une discussion avec un ami qui est déjà venu ici d'ailleurs. Et je lui disais que c'était une bonne recrue. Et il m'avait souligné que on vendait Kalimundo pour 25 millions à peu près. On reprenait Ekitike à 36, alors qu'ils avaient une saison similaire. Je crois qu'ils avaient mis plus de 10 buts chacun la saison Mhm. dernière. Et ils ont le même âge ou un an de différence. Donc voilà, des choix qu'on peut remettre Contester, hein. ouais, Voilà, ouais, on peut contester ce choix-là, par exemple, d'investir quand tu as peut-être un joueur de la même qualité déjà dans l'effectif. formés au club en plus. Oui, 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 oui. Mais Ekitike, oui, une déception générale ou bien juste sur ce match-là? Général après, bon, c'est un jeune joueur, faut qu'on lui laisse le temps. Et c'est aussi le problème du Paris Saint-Germain, c'est que quand on achète de jeunes joueurs, on s'attend à ce qu'ils performent tout de suite. Et d'ailleurs, jeunes ou moins jeunes, hein, d'ailleurs, on s'attend à ce qu'ils performent tout de suite et on laisse rarement le temps aux joueurs de vraiment s'intégrer dans le Prendre groupe. du galon, Et même etc. en Ligue 1, puisque la Ligue 1, c'est un championnat qui c'est pas c'est un des meilleurs championnats d'Europe, il faut le dire, Mhm. parmi les 5 meilleurs championnats d'Europe. Et c'est un championnat assez fermé. Ça s'ouvre de plus en plus. Mais quand tu joues le Paris Saint-Germain, c'est pas comme en Espagne où peu importe l'équipe qui joue contre le Barça, ils vont essayer de jouer au foot. Contre Paris, tu mets un bus, tu attends, tu joues en contre. Et du coup, il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer. Quand tu as du mal à s'exprimer en Ligue 1, tu prends pas forcément confiance. Mhm. Et arrivant en Ligue des Champions, quand on a besoin de toi, la confiance que tu n'as pas gagnée en championnat avec le temps de jeu qu'on te donnait, en Ligue des Champions, ça ressort pas, quoi. Autre joueur, cette fois-ci bien recruté lors de ce mercato qu'on a présenté, même sur sa parle de foot aussi, comme un bon mercato du Paris Saint-Germain, puisqu'il faisait vraiment la différence avec ce que le Paris avait l'habitude de faire, Mm. d'acheter des stars ou d'acheter des joueurs qui n'étaient pas forcément dans une optique collective ou dans une vision des choses un peu plus large. Mais effectivement, par exemple, j'allais parler de Fabien Ruiz, qui sur le match, moi, que j'ai trouvé en dessous de ce qu'il est capable de faire. Mais en général, son arrivée au PSG
Après, je pense qu'il y a un temps d'adaptation qui n'a pas encore été fait, mais est assez décevante pour moi. Toi, je sais pas si... J'ai trouvé qu'il a quand même de bons matchs. Il a de bonnes performances, peut-être pas au niveau auquel on l'attendait, mais il a de bonnes performances avec le Paris Saint-Germain. Le match contre Lens, c'était vraiment, il a vraiment sous-performé, il faut le dire, hein. On s'attendait à mieux, surtout que c'est un match contre le deuxième de Ligue 1. C'est pas c'est Lens. C'est pas comme si on jouait Lyon ou Marseille, deuxième de Ligue 1, les clubs emblématiques, mais ça reste Lens. Comme je t'ai dit, hein, 40 points à 17 journées, c'est pas mal. Fallait peut-être les prendre plus au sérieux. Ou, comme on a dit, on a vraiment un problème de recrutement au Paris Saint-Germain. L'attaque du PSG, Messi, Neymar, Mbappé, c'est 31 buts en Ligue 1. Mhm. Le quatrième meilleur buteur du Paris Saint-Germain en Ligue 1, c'est Hakimi. Donc, c'est là, Messi, Neymar sont blessés, on attendait Sarabia, Soler. Finalement, c'était Soler et Ekitike. Ekitike marque. C'est un bon but d'attaquant. Mais ça n'apporte pas assez dans le jeu. C'est Sarabia, Soler. Oui, je mets une petite parenthèse parce que je trouve qu'il a fait de bons matchs. Il a de bons matchs. Mais Renato Sanchez, Mukiele, ce sont des joueurs qui me déçoivent beaucoup. Et quand on les achète, on s'attend à ce qu'ils soient un minimum performants. Oui, effectivement. Et moi, j'allais revenir sur Soler. Moi, ce que je ne comprends pas aussi également dans l'utilisation de Soler, c'est pourquoi Galtier s'obstine à vouloir le mettre 10, à faire le remplaçant de Neymar. Alors, c'est vrai que quand tu regardes les équipes de Galtier auparavant, il a un système et tu rentres dans son système. C'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, c'est un peu logique qu'il fonctionne comme ça au PSG, mais je ne suis pas convaincu du losange. Moi non plus. Et je ne suis pas convaincu au final de dire, puisqu'on joue en losange, eh ben, le remplaçant de Neymar, c'est Soler, non plus. Tu vois, j'aurais plus vu peut-être Renato Sanchez dans ce poste-là, ou quelqu'un qui a une capacité de percussion minimum. Je vois. Et dans le match, j'ai l'impression que si ce n'était pas Mbappé qui tentait de percuter, ça ne pouvait pas être critiqué et ça ne pouvait pas être Soler. Soler, c'est un très bon joueur de ballon, mais dans ce poste-là, ça ne suffit pas de sortir du pressing, faire sortir la balle à gauche quand elle vient de gauche, ou quand elle vient de droite, pardon, ou bien quand le ballon vient de gauche, le faire tourner à droite. Il y a aussi, il faut que tu apportes quelque chose dans le jeu, dans les 30 derniers mètres, que tu apportes du danger. Je ne trouve pas que Soler soit ce joueur-là. Après, Paris, depuis le début de la saison, ils s'appuient beaucoup sur leurs individualités, hein. Il y a pas, bon, il y a certains qui vont parler de la patte Galtier, mais voilà, Galtier, il aligne 3 joueurs fantastiques, 2 voire 3 bons milieux de terrain, une défense avec un gars qui est fatigué, un gars qui ne progresse plus, donc il est très décevant. Bon, quand il y a Hakimi Mendes, ça relève déjà un peu plus, puisque offensivement, on a un apport autre que celui de Neymar, Mbappé ou Messi. Donc c'est un danger supplémentaire. Mais il suffit qu'il y ait un des deux qui ne soit pas là. Par exemple, Hakimi, là, il a joué à gauche. C'est un droitier. On a bien vu qu'il cherchait souvent son pied droit. Du coup, tu perds du temps sur certains centres que tu ne fais pas forcément en première intention, des trucs comme ça. Et quand Mbappé tout seul a essayé de faire la différence, c'est facile, hein. Tu lui mets 2 joueurs sur le dos. Mbappé est très bon, mais ça ne va pas passer à chaque match. On va parler de la du deuxième aspect sur lequel je voulais t'amener. C'est un peu plus sur le match. Sur ce match-là, tactiquement, est-ce que Galtier est en faute? Il n'a pas de solution. En vérité, il n'a pas de solution. La tactique qu'il aligne au départ, c'est déjà une tactique revisitée avec des joueurs placés un peu comme il peut. Et après, derrière, en sortie de banc, on a vu, hein, c'est Garbi qui est rentré, c'est Zaïre Emery qui a 16 ans. D'ailleurs, on parle de lui comme apparemment Galtier et Campos s'interroge à lui faire remonter dans la hiérarchie. On peut se poser la question, est-ce que c'est parce qu'il est vraiment bon ou est-ce que c'est parce que les autres sont vraiment mauvais? J'avoue que c'est une très bonne question, mais moi, je voulais t'amener là-dessus parce que moi, trouve que oui. Je trouve que Galtier est fautif dans le sens où, quand il n'y a pas Neymar et Messi, c'est pas tous les matchs, et il a refusé un peu de mettre une idée avec les joueurs qui étaient présents.
Ces gens, il a gardé la même idée de jeu et le losange, encore une fois, mais son losange est vraiment bon pour les trois, puisque ça les met tous les trois dans l'axe, là où ils sont le plus performants. Mais au final, quand tu as Ekitike, Solaire et Mbappé, ce n'est pas, pour moi, le meilleur système de jeu pour ces joueurs-là. Et on l'a vu pendant un bon moment, lorsque Lens a réussi à reprendre l'avantage et qu'ils sont placés en bloc bas. Il s'est passé énormément de temps avant que Paris réussisse à vraiment mettre le feu ou avoir des grosses occasions sur l'équipe, puisque le jeu devenait un peu stéréotypé et tu avais l'impression que, voilà, si tu réussis à bloquer Mbappé, tu vas pas subir autant de danger que ça, en fait, dans la manière dont l'équipe jouait. Et défensivement, il suffisait que Lens sorte le ballon sur les côtés, avec soit Fofana ou de l'autre côté un autre milieu de terrain qui prenait l'espace, et ils écartaient le bloc parisien à tous les coups. Et du coup, moi j'étais assez déçu qu'ils ne changent pas ça, qu'ils ne tentent pas autre chose pendant le cours du match. Toi, t'en as pensé quoi? Ben, pour moi, c'est une constante depuis le début de la saison. Comme je t'ai dit, Galtier se repose beaucoup sur ces trois fantastiques de devant. Et je dirais que la tactique passe presque au second plan quand les trois sont là. Tu peux mettre n'importe quelle tactique. Tu sais que devant Mbappé, il va souvent se retrouver à gauche. Neymar va redescendre bas, récupérer le ballon. Parfois Messi, ça va alterner. Messi va jouer avec ses atouts, Neymar avec les siens, ça va exploser. On va attendre parfois quand on aura l'avantage du score. Mais tactiquement, en vérité, cette saison, il n'y a pas de fait d'armes de Christophe Galtier. Un match compliqué où il a fait un changement tactique et ça a débloqué la situation, il n'y en a pas forcément. Ce sont souvent les trois de devant qui débloquent une situation, soit par une action magnifique, soit par une action individuelle. Mais il n'y a pas de fait d'armes tactique de Galtier cette saison, en vérité. Hein. Pour moi, c'est une constante cette saison. Galtier s'appuie sur ces trois fantastiques. Et justement, au cours du match même, j'ai trouvé les changements dont tu parlais. Il n'y avait pas l'idée de changer quelque chose. On avait plus l'impression qu'il a fait du homme à homme. C'est ça, il remplaçait du poste pour poste. Et après, il a mis quelques jours. Enfin, Garbi, c'est un jour un peu plus offensif. Zaïre Emery, comme tu me disais tout à l'heure, on ne sait pas encore quel est son poste vraiment. C'est quel style de joueur. Il a l'air assez technique. Offensif, on ne sait pas. Peut-être que c'est un demi. On verra. Mais ouais, comme tu disais, bon, on peut le mettre sur le dos de Galtier. Mais comme je t'ai dit, il n'y a pas forcément de solution. Quand Neymar, Messi sont blessés, enfin, 2 des 3 sont blessés, c'est compliqué derrière. L'effectif du Paris Saint-Germain n'est pas si bien fait que ça, que ce qu'on pensait au début de saison en tout cas. Donc ouais, non, là c'est c'est catégorique. Tu penses que voilà, le recrutement a été vu trop beau. Ouais, on s'est vu un petit peu trop beau. Même moi le premier, hein. Je me suis dit bon, c'est un bon recrutement, assez intelligent. On a recruté à chaque poste. On a gonflé le milieu de terrain parce que c'est ce qui manquait. Quand Verratti était blessé, il n'y avait rien derrière pendant un moment. Et déçu des performances des joueurs qui ont été recrutés. Déçu des performances des joueurs. Bah, du coup, ça va clôturer notre partie sur le match du PSG. Je pense qu'on a été assez complet. À moins que tu voulais rajouter quelque chose sur cette rencontre. Non. C'était un super match des Lensois, comme je dis. Hein. On pourrait même... Ce serait réduire l'impact qu'ils ont eu dans le match que de dire que c'est une surprise ou quoi. Paris a joué avec ses armes, Lens a joué avec les siennes et Lens a été meilleur que le Paris Saint-Germain. Ils sont à 4 points du leader. Paris, c'est leur première défaite et pourtant Lens est à 4 points. Donc, et Lens aussi, toujours dans leur style de jeu, mais ce que j'ai apprécié, c'est cette capacité qu'ils ont eu à utiliser. Ben, tu parlais de Ramos. Tu n'as pas nommé son nom, mais j'ai compris que c'était lui. Mais à profiter justement de l'une des faiblesses de Ramos, qui est aujourd'hui la profondeur, la gestion de la profondeur. Et voilà, quand il titularise Openda, qui n'est pas tout le temps titulaire, ben pour le coup, tu vois, Franck Hez, il a fait des choses en fonction du match, en fait. Tu sens qu'il a fait des changements tactiques pour cette rencontre-là. Il ne va pas tout le temps jouer comme ça. Il a fait ça parce qu'il pensait que Openda pouvait fatiguer Ramos et Marquinhos en demandant dans le dos, tu vois. C'est l'exemple parfait. Et au final, ça a payé. Ça peut ne pas payer également, mais il y a une idée. Moi, j'ai l'impression que
côté Galtier, on a voilà, mais Neymar n'est pas là, Messi n'est pas là, c'est Carlos Soler qui va jouer. Et vas-y, Hugo Ekitike, c'est toi le remplaçant de Ouais, mais c'est une de constante Messi, cette donc saison. tu prends le poste, quoi. Mais j'ai pas vu une idée pour contrer Lens, alors que j'ai vu Lens avoir des idées pour contrer le PSG. C'est Et au vrai, final, ça a été récompensé dans le jeu. Mais notre deuxième sujet, c'est aussi que la reprise du championnat elle n'a pas été facile pour tout le monde. Il y a le PSG qui s'est incliné, nous venons d'en parler, mais il y a aussi d'autres cadors des grosses équipes qui ont fait des contre-performances, Mm. dont Manchester City. On va commencer avec Manchester City qui a lâché 2 points face à Everton, qui avait gagné le match auparavant face à Bournemouth, si je ne me trompe pas, avec un doublé d'Haaland, mais qui a lâché 2 points face à Everton, pardon, et qui voit maintenant Arsenal prendre 7 points d'avance. Et du coup, la question que j'avais avec toi, c'est qu'est-ce qui a effiloché justement cette surdomination de City qu'on avait l'impression ces dernières années, l'année dernière encore, on faisait des championnats quasi parfaits. Et cette année, on voit qu'il y a plus de contre-coups, il y a plus de difficultés. Quelle est la raison selon toi? Bon, je dirais pas la fin d'un cycle parce qu'il continue à recruter, de très bons joueurs. Après, l'effectif. Défensivement, ça fait quand même 2 voire 3 ans que leurs recrues n'ont pas forcément les performances attendues. Bon, Laporte s'est repris, tant mieux pour City. John Stones, bon, je suis pas fan, mais voilà, il est titulaire à City, il est titulaire en sélection. Ses performances ne sont pas si affreuses que ça, mais défensivement, il y a toujours il manque quelque chose, à part Cancelo sur le côté. On voit qu'il a mis plusieurs fois des centraux latéral droit. Donc ouais, pour moi, le gros problème de City en ce moment, ce serait défensivement. Puisque offensivement et au milieu de terrain, c'est très fort, ça reste très fort. C'est Rodri, Gundogan. Devant, il y a Foden, il y a Erling Haaland qui fait une saison fantastique. S'il continue comme ça, je pense qu'il y aura record. Effectivement. Donc c'est difficile à expliquer, puisqu'ils ont quand même le meilleur attaquant du championnat, 21 buts. Ils ont un bon milieu de terrain. Leur performance, ils jouent comme ils jouaient les autres années, j'ai l'impression. En vérité, oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'actions que City encaisse, et des fois, ça finit en but qu'ils n'encaissaient pas auparavant. À la perte de balle, tu as l'impression que tu peux faire plus facilement mal à City qu'avant. Alors, je ne sais pas si c'est un manque d'agressivité au milieu de terrain ou un manque d'agressivité des défenseurs qui ne montent pas à coller l'attaquant, mais les équipes réussissent souvent à faire mal à City en récupérant le ballon et en jouant assez rapidement. Et effectivement, bon, la qualité des défenseurs, c'est indéniable que Ruben Dias est dans une mauvaise passe, très clairement. Et en fait, derrière, c'était léger dans l'axe. Là, il essaie de pallier ça en jouant à 3, mais ça ne marche toujours pas. Malgré qu'il a rajouté Akanji et Ake, bon, voilà. Même si Ake ou Akanji jouent arrière droit ou arrière gauche, en vérité, il reste à 3 dans l'axe et ensuite ça développe devant, mais malgré tout, il reste hyper vulnérable, je trouve, sur les contre-attaques adverses. Après, le seul joueur défensif au milieu de City, c'est souvent Rodri. Hein. C'est ça. Et quand les autres ne performent pas, parce que c'est vraiment surperformé, ce qui faisait les autres années, d'être aussi bon offensivement et défensivement. Quand Bernardo était replacé dans le milieu de terrain, c'était impressionnant l'abattage défensif qu'il pouvait avoir. Là, c'est un petit peu moins bon. De Bruyne, pareil. Du coup, je pense que ouais, c'est sûrement dû à ça que les joueurs, les fers de lance vraiment de Manchester City, je dirais pas qu'ils jouent pas bien, mais ils ont une petite baisse de niveau et ça se ressent vraiment au milieu de terrain. De Bruyne n'a pas le même abattage défensif, Bernardo Silva non plus, et il y a que Rodri et il peut pas tout faire tout seul. Moi, j'ai l'impression aussi que le contre-pressing aussi de City est moins efficace. Quand ils perdent la balle, ils récupèrent. Il y a des séquences où des fois ils récupèrent tout de suite le ballon. Genre, ils perdent le ballon, ils ne le récupèrent pas. L'équipe adverse était asphyxiée pendant plusieurs minutes du match. Et là, ils ont beaucoup de mal à le faire. Ils asphyxient plus les adversaires comme auparavant. Et bon, du coup, la question sur laquelle j'allais t'amener, c'est est-ce que tu penses que là, on arrive à la mi-saison quasiment, et Arsenal a 7 points d'avance, est-ce que c'est une tendance qui devrait durer dans le temps?
Je pense et j'espère. Après, Arsenal, c'est un projet qui mûrit depuis un petit moment. Arteta n'est pas arrivé comme ça, il a sorti une baguette magique et hop, on fait une super saison. Là, il y a une saison, je crois que c'est l'année dernière ou il y a 2 ans. Arsenal finit au pied de la Ligue des Champions. Dans les 2 dernières journées, c'est Tottenham qui leur passe devant, je crois. Mais ils sont quatrième jusqu'à 2 journées de la fin. Et c'était quasiment la même équipe. Mhm. L'effectif était un peu plus jeune. Aujourd'hui, il y a des jeunes comme Saka, Odegaard qui ont pris du galon, Martinelli. Et là, c'est l'éclosion pour moi. C'est vraiment la saison où ils confirment les espoirs qu'on avait placés en eux. Ils risquent de prendre Mikhail Mudryk, l'ailier du Shakhtar Donetsk. Je ne sais pas s'ils veulent le mettre en concurrence avec Martinelli, mais c'est un joueur de football encore celui-là. Donc vraiment, moi je dirais que également Arsenal, ça peut durer, mais je pense que Manchester City va récupérer des points parce que au final, Manchester City, ils ont l'habitude de ça depuis des années et Arsenal, vraiment, c'est leur première saison à performer comme cela. Je pense qu'ils vont avoir un coup de mou et Manchester City, ils ont la machine. La machine est peut-être un peu plus difficile, moins huilée, mais elle existe. Ils sont toujours deuxième. Bon. Après, il faut se reprendre vite, même si il reste encore une moitié de saison. Mais 7 points, c'est un bon petit matelas, surtout en Angleterre. Ça commence à devenir intéressant. Après, en Angleterre, si ils vont revenir. Alors, est-ce qu'ils vont dépasser Arsenal? Bon, ça, seul le football le sait, mais ils vont revenir, c'est sûr. Parce que je pense qu'il y a des joueurs de City qui vont augmenter leur niveau de jeu. Il y a des joueurs de City, par exemple, bon là, il y a Kyle Walker qui doit revenir, etc. Il y a des petits paramètres comme ça. Moi, je dis, les 7 points, c'est intéressant, mais pour vraiment penser qu'il y a un changement dans cette hiérarchie-là, à partir de 10, 12, 13 points, là je pourrais me dire, ah oui, Arsenal a 13 points d'avance, là, ça fait beaucoup, mais 7 points, moi, ça ne me paraît pas insurmontable, surtout pour Manchester City. Du coup, tu vois, en fin de saison, City champion. Oui, je pense que City va récupérer. Et puis, ils ont la chance, comme tu disais tout à l'heure, la chance d'avoir un milieu de terrain et une attaque qui performe. Tu vois, même s'il y a une baisse qu'on peut voir, mais ils sont là. Il y a Erling Haaland qui est en très bonne forme. Kevin De Bruyne, même si dans le jeu, des fois, il est moins dominant, je dirais, ou bien moins visible, mais il reste précis, il reste dangereux, il reste Kevin De Bruyne en vérité, tu vois, il est pas en reste. Et du coup, c'est vraiment peut-être que Bernardo Silva que je trouve vraiment moins bon, en dessous de ses standards, mais autrement, le jeu est là et c'est juste, voilà, c'est ce côté, pour moi, le côté défensif, la récupération du ballon, mais c'est des choses qui peuvent revenir aussi avec l'intensité, s'ils augmentent leur intensité, justement s'ils perdent des matchs, ou si, voilà, de côté orgueilleux, ça peut ramener cette intensité-là aussi. Donc du coup, moi je pense que oui, City va quand même rattraper son retard, finir champion, mais effectivement, ce serait bien que Arsenal finisse champion. C'est ça, pour Arsenal champion avec un petit matelas, un petit 7 points d'avance, 8 points d'avance. C'est une équipe, ils sont fougueux, ils sont jeunes, et en soi, ils n'ont rien à perdre là. Oui. Allez, on peut se mouiller, dans 10 journées, s'ils continuent comme ça, ils sont quasi sûrs d'être en Ligue des Champions. Après, ce sera que du bonus. L'objectif, c'était déjà de retrouver la Ligue des Champions. Pour moi, ce sera que du bonus après. Ils ont déjà joué de grands rendez-vous pour beaucoup. Donc, ouais, ça peut. Je les vois jouer champion avec un petit matelas. Je me mouille champion avec 7-8 points d'avance. Ok, ouais, j'aime bien. Alors, du coup, autre cadre qui a laissé des points, c'est le FC Barcelone qui a vu le Real Madrid les rattraper. Est-ce que tu penses que le Barça est à l'image de City dans cette passe descendante ou alors le Barça reste encore assez maître de son sujet dans le championnat? C'est un débat qui est compliqué parce qu'en championnat, en tout cas, j'ai aucune inquiétude pour le Barça. Là où on peut se dire que voilà, ils sont dans une passe où il faut retrouver un petit peu de renouveau, c'est leur performance en Ligue des Champions. Mais en championnat, avant le match nul, là, je crois qu'ils sont sur 6 matchs sans défaite. Ils restaient sur 5 victoires d'affilée en championnat.
Donc, ouais, pas inquiet du tout. Pas inquiet. Là, ça va. Ils vont reprendre tranquillement. Je pense qu'il y aura un bout de jeu jusqu'à la fin avec le Real. Qui va se jouer sur les rencontres directes ou qui va se jouer à Ouais. distance? Le Real a gagné la première. Ce sera à eux de gagner la deuxième s'ils veulent être champions, hein. Mais je suis pas inquiet pour le Barça en championnat, sincèrement, non. C'est juste, comme je t'ai dit, il y a leurs performances en Europe qui m'ont un peu surpris, surtout dans le groupe dans lequel ils étaient. Je les voyais quand même, ouais, au moins deuxième. Mhm. Au moins deuxième. Mais voilà, en championnat, non, pas inquiet du tout pour le Barça. En plus, c'est un match nul, ils n'ont pas perdu. Après 5 matchs, 5 victoires d'affilée, 6 matchs sans défaite. Non, tout va bien pour moi, pour le Barça en championnat. Moi, justement, j'essaie de me projeter en me disant que on a vu les performances en Ligue des Champions. En championnat, effectivement, il reste solide, mais le Real Madrid également est solide. Et mon inquiétude était plus dans le sens où, collectivement, j'ai pas encore retrouvé un Barça, même en championnat, même si qui sont dominants, puisque bon voilà, mais on n'a pas encore trouvé un Barça qui avait peut-être atteint sa quintessence, j'ai envie de dire, un peu comme Arsenal. Arsenal, tu sens que voilà, il y a des automatismes, il y a quelque chose qui tourne également un peu, qui donne l'impression que ça tourne un peu tout seul. Des joueurs qui savent où est-ce qu'ils sont, etc. Et moi, j'ai pas l'impression de voir ça au FC Barcelone, notamment en championnat. Bah après, Arsenal, comme je te disais, ça a mûri depuis longtemps, alors que le Barça, Lewandowski Ouais. vient d'arriver, Rafinha il vient d'arriver. Les jeunes du milieu de terrain, bon, ce sont de jeunes pros, hein, Pedri et Gavi. Gavi. Bon, je pense qu'il faudrait penser à retirer Busquets. Il n'a pas joué au dernier match. Enfin, en tout cas, il n'était pas titulaire. Mhm. Et pour moi, ce qui est encourageant, c'est qu'on avait un gros questionnement sur la défense du Barça. Et c'est la première défense de Liga, hein. Ils ont pris Oui, moins de oui. 10 buts. Euh, et quand justement les joueurs vont, au fil des matchs, hein, ils vont, à force de jouer ensemble, ça va commencer justement à prendre de plus en plus. Alors, ils sont premiers, sans que ça ait vraiment pris. Ils sont premiers, deuxième attaque derrière le Real, meilleure défense avec moins de 10 buts. Sincèrement, je ne suis pas du tout inquiet pour le Barça en Liga. Tu penses que justement le Barça peut tenir Ça peut tenir la dragée au Real jusqu'à la fin de la saison. et moi justement j'ai l'impression inverse. J'ai l'impression que le Real va progressivement en deuxième moitié de saison prendre des points d'avance sur le Barça. Et si le Classico justement qui va être vraiment un match important dans tous les cas, mais aussi dans cette course au titre, si le Barça est déjà dans la position, oui, il faut gagner pour les rattraper, oui. Il y a l'impératif de victoire est là. Ils pourront pas tenir, tu vois. Pour moi, c'est un peu ça, mon impression. Ben, oui, je suis pas impressionné. Et c'est vrai que les résultats sont très bons, mais malgré tout, j'ai toujours cette impression de ronronnement, tu vois, je vois pas une équipe dominante. Je vois une équipe qui réussit à gagner des matchs et tout, mais j'ai pas l'impression d'avoir un vrai collectif huilé. Et c'est pour ça que je me dis que quand tu vois le Real en comparaison, tu te dis, non, pas Après, possible, pas sur on s'est 18 journées. habitué à un Barça qui écrasait ses adversaires. Mais ça fait un moment que ça allait pas. Ça allait pas au Barça. Là, ça va un peu mieux, mais c'est à prendre avec des pincettes vu leur performance, comme je t'ai dit, en Europe. Là, ils sont requalifiés en Europa. Oui, Du coup, pourquoi pas aller chercher un trophée, hein. Je pense que ce oui, serait oui. l'objectif. S'ils arrivent à faire un doublé Europa League, Liga, ça, Liga, une belle saison. ça va encore attirer du monde. Le Barça, ça commence à redevenir sexy, hein. On va finir avec une dernière équipe que j'avais sélectionnée, pas pour leur contre-performance, puisque ça fait un moment qu'ils sont en train de contre-performer, si on peut dire ça comme ça, mais plus parce que c'est un projet plus long. Je parle de Chelsea. Chelsea qui a laissé des points face. Ils étaient plus derniers, Nottingham Forest, hein, mais toujours parmi les trois derniers. Toi, est-ce que c'est un projet qui, pour l'instant, vu les recrues, ce qui a été fait, le coach qui a été pris, ce dont on en sait qui t'intéresse? C'est intéressant, mais les montants qui sont mis sur certains joueurs m'impressionnent. En fait, Chelsea prend de très, très, très gros risques en fait, sur certains joueurs qu'ils achètent.
Par exemple, Fofana, c'est un très bon joueur, hein, Mhm. mais le prix, je le trouvais déjà exorbitant. Mais alors, Lorenzo Fernandez, Si ça, c'est pas encore officiel, mais ouais, si effectivement, ça se si fait, ça se fait à ce prix-là, c'est. c'est impressionnant. C'est un bon joueur, mais il s'est révélé pendant un tournoi dans lequel il n'a même pas commencé titulaire. C'est un tournoi, il faut le rappeler, hein, ça reste un Bah oui. tournoi. Son équipe finit championne du monde, d'accord, mais c'est un tournoi. Euh, il a 20 ans. Oui. Il a 20 ans. C'est un très gros risque. J'ai vu que apparemment ça part sur 11 millions par an de salaire. C'est C'est beaucoup. bon, ils ont un projet. Les idées sont bonnes en soi. Les joueurs qu'ils prennent, ce sont pas. Ils ont pris Fofana, c'est un très bon défenseur en devenir. Mhm. Enzo Fernandez, bon, c'est un pari, mais ça peut être un bon pari. Zakaria, C'est un joueur que j'aime bien. c'est un très bon joueur aussi. Là, j'ai vu qu'il y a Badiachil aussi. Ouais, qui devrait arriver dans les prochains jours, puisque en fait, apparemment, le prêt de Malang Sarr, tout ça était déjà dans les tuyaux. En fait, ils prennent pas mal de jeunes joueurs prometteurs. Ils ont de bonnes idées. Il y a eu un petit flop Aubameyang. Moi, je pensais que ça allait être un bon retour pour lui en Angleterre, mais finalement, ça se passe pas si bien que ça. Euh, Moi, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est Tuchel qui était encore là lorsque Aubameyang a été pris et qu'au changement de coach, au final, Hmm. ça a changé sa position dans l'effectif, j'ai l'impression. Mais effectivement, Aubameyang, je suis assez surpris qu'il joue pas dans l'équipe. Puisque au final, Kai Havertz en neuf, c'est un très bon joueur, Kai Havertz, mais pour moi, il peut pas jouer neuf. Et C'est pas vrai. à ce niveau-là. Encore moins à ce niveau-là. Donc du coup, mais il y a un attaquant qui est arrivé et apparemment un autre profil encore d'attaquant, Datro Fofana qui s'appelle. Et j'ai bien envie de voir qu'est-ce que ça peut donner, puisque Je bon, connais pas. moi non plus, justement, c'est pour ça que je suis aussi intéressé, mais parce que l'attaquant, c'est vraiment quelque chose qui manque à Chelsea. Au milieu de terrain, il y a des bons joueurs, les joueurs offensifs sont bons, et la tactique, elle est posée, le 4-2-3-1. Donc, du coup, vraiment, c'est ce poste-là qui manquait à trouver un preneur. Aubameyang n'a pas su ou bien pas pu, peut-être, je ne sais pas, prendre ce poste-là. Mais en tout cas, ouais, pour moi, c'est vraiment la priorité, elle était là. Mm. La priorité, elle était là. Donc, ils ont opté pour cet attaquant-là. Il faut voir qu'est-ce qu'il va donner. Après, pour moi, les recrues de Chelsea, quasi toutes, hein, quand elles arrivent, ce sont de très bonnes recrues. Tu peux pas leur dire Mhm. que, bon, voilà, il y a eu des choix bizarres sur le recrutement. Non, ce sont toutes de très bonnes recrues. Le vrai problème de Chelsea en ce moment, c'est surtout l'extra-sportif, enfin tout ce qui se passe autour du club. Bon, il y a eu le rachat de Chelsea, Abramovich, c'est un président emblématique. Le propriétaire emblématique de Chelsea qui part, déjà ça met un coup de fouet. Et puis le départ, j'ai envie de dire précipité, la sortie précipitée de Tuchel. Mm. On aurait pu lui laisser la chance de finir la saison, parce que c'est un très bon coach, hein. On a vu aussi que Paris a eu un petit moment de latence quand il est parti. Là, Paris avec Chelsea. Au niveau de l'effectif, il y a eu un bon recrutement, à mon avis, hein. Il y a eu un bon recrutement, c'est assez sexy. Ça peut faire quelque chose. Et j'espère aussi que Graham Potter aura un peu plus de temps avec la nouvelle direction que Tuchel en a eu. Parce que c'est ça aussi, quand tu es dans un nouveau projet, il faut aussi accorder du temps à l'entraîneur, que lui puisse mettre son effectif en place, ses joueurs en place, ses idées en Mhm. place, pour que ça puisse prendre, comme on l'a vu à Arsenal, hein. Oui, effectivement, je crois qu'il y a une année où ça commence un peu à gronder sur Arteta, puisqu'il y a une mauvaise passe et beaucoup de résultats contraires, et puis malgré tout, il reste là, et On lui cette accorde année, de la confiance, hein. Et cette année, ben, c'est premier de Première Ligue, hein. ouais, et les fruits. Effectivement, il récolte les fruits de son travail, plus exactement. Mais effectivement, Graham Potter, moi, je pense que c'est un bon coach. Je pense aussi que le recrutement, je ne suis pas emballé, mais je suis intéressé. Je suis intéressé de voir où est-ce que ça donne, où est-ce que ça va aller, qu'est-ce que ça va donner, parce qu'il y a des joueurs d'expérience qui ont été pris, des jeunes joueurs qui ont été pris. Il y a des jeunes joueurs qui, de toute façon, puisque l'académie de Chelsea, c'est une académie qui est quand même une grosse académie de football. Ça performe, Donc, hein. il y a de quoi, il y a largement de quoi, et il y a une idée. Donc, du coup, ce serait intéressant de suivre ça. Et la dernière question que j'allais te poser sur ce sujet, c'est est-ce que tu penses que Chelsea, justement,
Là, c'est une mauvaise passe pour eux depuis quelques matchs, mais est-ce que tu penses qu'ils pourraient remonter la pente et finir parmi le Big Four, le top 4 en Ligue des Ouais, Champions? de toute façon, c'est décisif pour eux, hein. Avec les recrutements qu'ils ont fait et qu'ils envisagent de faire aussi. Ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont vraiment traqué leur porte-monnaie. Ce serait décisif pour eux. Et je pense qu'il y a la possibilité, peut-être il y aura une petite surprise à prendre avec des guillemets Newcastle. Mais sinon, je ne crois pas en Tottenham. Je vois bien un Big Four, Arsenal en 1, City en 2, et dans le désordre, United, Chelsea. Et comme je t'ai dit, Newcastle, peut-être, on verra. Ok, Newcastle qui tombe. Ouais, peut-être Ok, Newcastle. c'est solide, c'est solide. Mais oui, moi je vois Chelsea européen, mais hors top 4. Parce que Ok. je pense que Newcastle va rester top 4 à moins qu'il y ait un retour de Liverpool, ce qui n'est pas impossible. Mais je pense surtout que Manchester United, il n'y a plus Cristiano, tout ça, c'était un gros poids sur l'effectif, etc. Même pour le club, là, il y a une atmosphère plus saine. Il y a les petits jeunes qui sont ensemble. Et je vois bien un retour aussi enfin pas un retour, mais un retour sur le premier plan footballistique en Angleterre de United, et qui peut être concrétisé par un top 4. Donc, je dirais peut-être hors top 4 pour Chelsea. Ouais, non, pour cette première j'avais oublié saison. Liverpool en plus, Henry. Ouais, Liverpool aussi. Je pense que forcément, il y aura un petit retour Liverpool fin de saison. Donc, Après, pour moi, l'effectif de Chelsea est meilleur que celui de Liverpool et ils sont tous les deux dans une mauvaise passe. Et je pense que sur la durée, l'effectif de Chelsea a plus de chances et de capacité à aller accrocher une passe en Ligue des Champions. non, moi je suis d'accord, mais après Liverpool a l'avantage aussi d'avoir un effectif justement qui, à défaut d'être plus étoffé, et se connaît mieux. Chelsea, là, il y a beaucoup de recrues, même le coach même est une recrue, donc il faut qu'il trouve aussi son truc dans le cadre de Chelsea, tu vois, Football Club, parce que Graham Potter, il avait son truc, mais c'était à Brighton, c'est pas les mêmes exigences, c'est pas les mêmes machins. Donc du coup, moi je pense que l'avantage Liverpool, il est là, mais je vois bien Chelsea revenir quand même aux portes du top 4, mais peut-être pas top 4, mais j'aimerais bien top 4 parce qu'après, Ok, quel serait ton top 4, toi? je dirais City. En 1. Ouais, en 1, puisque je pense qu'ils vont revenir sur Arsenal. City, Arsenal, United, Newcastle. Ok, United sur le podium. Et Newcastle au podium. Ouais, je pense United podium, Newcastle 4 et Liverpool, Chelsea derrière. Et moi, je vois vraiment Tottenham descendre ouais, moi aussi, derrière clairement. toutes ces équipes, même derrière Liverpool. Puisque c'est vraiment compliqué Tottenham en ce moment. Et même, c'est atroce, faut se on voit pas comment quelque chose d'autre peut être produit. Mais en tout cas, nous allons passer au quiz. Nous allons passer au quiz et nous verrons le top 4 à la fin de la saison et nous allons prendre le soin de ressortir cette vidéo pour montrer qui avait tort, qui avait raison. Alors, le quiz, je vais te tester sur ce qu'on a parlé. Hein. On a parlé de Ligue 1, de Première Ligue, un peu de championnat espagnol. Et le quiz va se porter sur ces thématiques. Alors, quelle est la meilleure défense de Première Ligue? C'est la première question. Ben écoute, je dirais Newcastle. Newcastle, c'est une excellente réponse. On a parlé de la défense de Manchester City qui était moins performante. D'ailleurs, j'ai une stat là-dessus. Manchester City, l'année dernière, finit champion. Ils encaissent 26 buts. Et là, ils en ont encaissé 16. Ah ouais. C'est pour te dire que ouais, non. c'est beaucoup moins performant. Et tu les vois premiers malgré tout? Oui, puisque le championnat est long. Hein. Ils sont qu'à 4 points. Ok. 4 points, c'est rien. 18 journées. Deuxième question. On a parlé d'Arsenal qui est premier. 7 points d'avance. J'ai dit 4. 7, excuse-moi. 7 points d'avance. Arsenal est premier. Et quel était le dernier titre de champion d'Arsenal? Quelle année date-t-il, le dernier titre de champion d'Arsenal? J'ai un doute. Je sais que ça remonte. Mais je me rappelle d'une saison avec... c'était Théo Walcott.
Et Arsenal jouait le titre. Et je ne sais pas s'il l'avait remporté ou pas. De toute façon, j'ai pas la date exacte. Donc, je vais donner une date au hasard en essayant de me rapprocher au plus. 2009. 2009, c'est une mauvaise réponse puisque le dernier titre d'Arsenal date en fait de 2003-2004 et de la saison des Invincibles. Comme quoi, Thierry Henry. Hein? Comme quoi Thierry Henry. Combien de titres de champion d'Angleterre contre le club de Chelsea dont nous avons parlé? Club en reconstruction. Je dirais 4. 4, c'est une mauvaise réponse. Chelsea a 6 championnats d'Angleterre. Et sur les 6 championnats d'Angleterre, c'est la question suivante, la 4e. Combien sont dans l'ère Abramovich? Je dirais 6. 6, c'est une mauvaise réponse, mais c'est pas loin. Puisque c'est un peu l'idée de la question. C'est 5. Chelsea a gagné un championnat en 1955. Après, ils ont disparu de l'échiquier footballistique anglais et sont revenus avec Abramovich qui a tous les autres titres et effectivement les 2 Ligues des Champions. Les grands titres, en tout cas, de Chelsea, c'est Roman Abramovich. Donc, sur les 46 buts marqués du PSG, 31 ont été mis par la MNM. Messi, Neymar, Mbappé. Mais est-ce que tu peux me dire combien de buts chacun ont mis en Ligue 1 séparément? Combien de buts Mbappé a? Combien de buts Neymar a? Combien de buts Messi a? Bon, Mbappé, ça va, meilleur buteur de Ligue 1 avec 13 buts. Ah, c'est une bonne réponse. Je sens que ça, c'était un acquis, ça. Ça, c'était un acquis. Et ah ouais. De toute façon, si j'en trouve un des deux, Tu as trouvé l'autre. Neymar fait une super saison. Messi aussi d'ailleurs. Je dirais 11 pour Neymar. 11 pour Neymar, c'est une bonne réponse. Bonne réponse, bonne réponse, bonne Et réponse. du coup, 7 pour Messi. Bonne réponse encore, avec un calcul mental à la clé, c'est parfait. Alors, est-ce que tu peux me donner la seule équipe à avoir battu le RC Lens en championnat? Puisque le RC Lens est la seule équipe à avoir battu le PSG. Mais qui a battu le RC Lens? Puisque le RC Lens n'a pas 0 défaite. Ils ont bien une défaite aussi, également. C'est forcément à l'extérieur, mais je sais pas, j'ai un doute. Je dirais le Stade Rennais. Le Stade Rennais, c'est une mauvaise réponse. Il s'agissait de Lille. C'est Lille qui a battu Lens. En plus, je crois qu'ils lors ont du battu derby. Rennes chez eux. Je crois que Rennes fait Lens a partie de battu leur Rennes tableau de chez eux. chasse. Ouais. Je crois qu'ils ont Rennes, Paris. Ah oui, ils ont Rennes, Paris, Lyon. Ouais. Je crois qu'ils ont même Marseille. Ils ont Marseille aussi. Ah ouais. Non, grosse saison de Lens. Grosse saison de Lens. Alors, Martin Terrier, buteur et blessé. On espère que ce n'est pas une grosse blessure pour tous les amoureux de Ligue 1. A marqué aujourd'hui avant de se blesser, justement. Et combien de buts a-t-il en Ligue 1? Il a marqué aujourd'hui son 9e but. C'est une excellente réponse, encore une fois. 9e but de Martin Terrier. Combien le PSG a-t-il dépensé pour s'acquérir Renato Sanchez, l'un des remplaçants décevants sur la saison? Très. dont C'était nous parlions. moins de 20 millions, 15 millions. 15 millions, c'est une bonne réponse. Là, je sens que tu es lancé. Après, tu me parles du PSG. C'est ça, il y a trop de questions sur le PSG. Donc cela. Alors, le PSG a enregistré sa première défaite, mais le PSG compte également 2 nuls dans le championnat. Est-ce que tu peux me citer les 2 équipes qui ont fait nul avec le Paris Saint-Germain? Alors, il y a un match dont je me rappelle, c'était un gros coup tactique du coach de Monaco. Monaco, c'est une excellente réponse. Et le deuxième, alors là, Va-t-il trouver ah ouais, tu fais travailler ma des mémoire. têtes? Et Lille. Lille, c'est une mauvaise réponse. Il s'agissait du Stade de Reims. Reims 0-0, C'était c'est ça? Reims 0-0. Reims est effectivement notre équipe de Monaco que tu as trouvée. 10e et dernière question. Quel est le joueur le plus décisif du RC Lens en comptant les buts et les passes décisives? Si je trouve celle-là, je suis en positif dans ton quiz. Hein. Si tu trouves celle-là, c'est un très bon quiz de ta part. Tu But m'as dit... plus passes décisives. Qui est le leader du RC Lens, le joueur le plus décisif du RC Lens? je Statistiquement. dirais Sotoka.
Florian Sotoka. Ouais, C'est une excellente réponse. C'est une excellente réponse. Félicitations. Bon, mais les gars, merci d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à mettre un like et à partager cette émission à tous vos amis amoureux de football. Dites-nous en commentaire les questions que vous avez trouvées, si vous êtes en positif ou pas. Et n'oubliez pas qu'il n'y a pas que le football dans la vie, puisqu'il y a le foot aussi. Rien que ça parle.